Tout d'abord, merci de l'invitation. Je suis très content d'être là. En tant que Strasbourgeois, ça fait plaisir de revenir sur ces terres pour présenter l'exposition à laquelle j'ai participé, que j'ai développée à Lyon, au Musée des Confluences. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, quand même. Voilà. Donc, une exposition qui semble assez évidente au vu du nom du musée, Musée des Confluences. Puisqu'on est situé à la confluence du Rhône et de la Saône. Et cette exposition, donc, qui s'appelle Nous les fleuves, qui s'appelait puisqu'elle est fermée depuis le 27 août, c'était une exposition qui voulait donner la parole aux fleuves, d'où ce titre, Nous les fleuves. C'est les fleuves qui, à travers cette exposition, prenaient vie et s'incarnaient pour justement exprimer leur relation aux sociétés humaines, notamment, et vous allez voir. D'où ce titre, voilà, de Nous les fleuves qui nous apostrophe. Voilà. Donc l'exposition Nous les fleuves, donc en fait on avait un peu le même défi que vous, c'était développer une exposition qui traite des fleuves, qui traite de cette entité assez complexe, vous l'avez vu avec les exposés de ce matin. Et comment en fait justement on va réussir à exprimer toute cette diversité, cette complexité que représentent les fleuves et la mettre exprimer ce propos et la mettre en exposition. Donc on avait ce défi-là et pour ce faire, on s'est entouré aussi, comme vous, de scientifiques. C'est justement ce qu'on appelle le comité scientifique. Donc ce sont des experts associés qui nous ont aidés au développement du projet d'exposition. Et cas exceptionnel, on avait aussi un commissaire d'exposition qui était Eric Orsena. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un académicien et qui aussi, qui là n'était pas là en tant qu'académicien, mais qui était là avec sa casquette de président de IAGF. IAGF, c'est l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Et donc c'est une association qui regroupe plusieurs experts à travers le monde liés à divers sujets. Justement, c'était des experts multidisciplinaire et ça nous a permis d'avoir accès à ce réseau d'experts mondial pour justement développer toutes ces thématiques liées aux fleuves que vous allez découvrir. Donc l'exposition se tenait dans un espace de 740 mètres carrés. Alors ça paraît grand, mais finalement c'est très vite plein. 740 mètres carrés, c'est à la fois grand mais aussi petit. Et vous allez le voir, on a voulu aussi développer une scénographie immersive. Donc là, je vous mets le plan de la salle. Pour justement, ça c'est une particularité du Musée des Confluences. On joue beaucoup sur la scénographie, avec une scénographie qui cherche à emporter justement le visiteur dans un récit et à construire aussi une unité entre tout ce qu'on présente et voilà, créer un propos cohérent avec tout ce qu'on expose. Et ici, le parti pris, ça a été de présenter une scénographie qui elle-même reprenait l'image d'un fleuve. En fait, c'était une sorte de fleuve imaginaire. On partait depuis la source, on allait après dans les confluences, on allait ensuite dans le lit, donc le cours principal, et on achevait l'exposition par l'embouchure avant d'arriver donc à la mer et donc à la fin de l'exposition. Donc voilà, la boucle était bouclée et ça permettait à la fois d'avoir un parcours scénographique très cohérent, mais aussi de pouvoir aborder les thématiques dans ces parties qui étaient donc des thématiques très diverses, mais aussi que ça reste cohérent aussi dans la mise en espace. Et pour débuter donc on entrait dans l'espace par ce qu'on appelle le corner. Donc c'est ces grands éléments qui présentent donc le titre de l'exposition, voilà, avec en dessous un bassin versant. Et on était accueillis dès l'introduction par ce qui commence avec tout fleuve, donc c'est la goutte d'eau. Et pour la petite histoire, c'est une ancienne étudiante de l'AIR qui a fait cette œuvre d'ailleurs. Donc c'est Lou Radfischer. Je ne sais pas si ça évoque. Mais voilà, donc c'était en fait des petites gouttes de résine dans laquelle étaient enfermés des éléments du vivant. On avait du lichen, on avait des insectes, on avait aussi toutes sortes en fait des sédiments aussi, toutes sortes d'éléments finalement qui vont être dragués par les fleuves au cours de leur voyage de la source jusqu'à la mer. Et ça témoignait du fait que les fleuves, donc à l'origine, sont tous
c'est d'abord la goutte, mais aussi les fleuves ont une mémoire, ils ont la mémoire des territoires qu'ils traversent. Et cette mémoire, donc c'était ces éléments du vivant qui étaient transportés par ces gouttes. Autre élément de cette introduction, on était accueilli par ce film qui est assez fascinant, Serge Dumont, qui est aussi un acteur local, c'est un enseignant à l'université de Strasbourg. Mais j'ai pas mis que des personnes qui viennent de Strasbourg dans l'exposition, promis. Mais Serge Dumont, il est assez passionnant parce que il a sa casquette d'universitaire, mais aussi à côté il fait de la plongée et il plonge dans le Ride, donc dans le Rhin, dans un bras du Rhin. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la photo, voilà, de la vidéo même sous-marine, donc dans le Ride, et on a des photos, des vidéos assez fascinantes. Et surtout, ce qu'on voit, c'est aussi une des formes de source qui est assez incroyable. C'est des sources sous-marines, enfin qui remontent par capillarité, parce que les fleuves, on connaît les glaciers comme forme de source, on connaît aussi les forêts, et un peu moins connu, c'est la capillarité par remontée depuis les sols. Et on voit très bien ça dans cette vidéo de Serge Dumont. Et donc en introduction, on a vu ce qu'il y avait, et après on arrivait vraiment dans les sources, donc en première étape de notre voyage fluvial. Et ce qu'on a voulu d'abord faire avec les sources, c'est exprimer en quoi les fleuves sont à la source de beaucoup de choses. Aussi, on voulait jouer sur cette nuance, la source des fleuves, mais aussi les fleuves en tant que source. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans la mythologie, avec beaucoup de mythes à travers le monde et différentes sociétés qui ont développé une mythologie en lien avec les fleuves pour expliquer à la fois l'origine de leur civilisation, mais aussi l'origine des fleuves. Et un cas parmi ceux qu'on présentait, c'était celui de l'Égypte, avec ici des objets liés à la divinité Hapi. Enfin, pour la faire courte, c'est une divinité qui incarne la crue du Nil et qui va apporter les fameux limons qui vont permettre l'agriculture au bord du fleuve Nil, et ça donc dans l'Égypte ancienne. Et tous ces petits objets étaient liés au culte de la divinité Hapi, mais il y avait aussi pour le Gange, il y avait aussi pour les dieux fleuves, donc ça c'est la mythologie gréco-romaine, c'est ces fleuves figurés par des personnes barbues, toujours allongées, enfin vous les connaissez puisque c'est le cas le plus connu. Toujours avec cette explication sur l'origine des sources, il y a aussi l'explication géographique qui était intéressante de présenter et qui n'était pas évidente à mettre en exposition, parce que ce qu'on a voulu montrer, c'est comment, à travers le temps, on a cherché géographiquement à trouver la source des fleuves, et donc il y a beaucoup d'expéditions qui ont été menées pour remonter certains fleuves, et à nouveau le cas du Nil est assez exemplaire, parce que ça remonte à l'Antiquité, où petit à petit, en fait, il y a des expéditions qui vont aller toujours plus loin pour trouver la source du Nil, et avec une dernière expédition en 2006, donc c'est quand même assez récent, pour toujours repousser plus loin cette source. Et ce récit de la recherche de la source du Nil, c'est beaucoup justement de textes, de cartes, mais à mettre en exposition, c'est pas très fun. Et du coup, on a travaillé avec notre graphiste pour qu'elle nous développe une proposition. Donc en fait, c'était ce qu'on appelait des petits théâtres. Donc je sais pas si vous voyez, en fait, c'est à chaque fois une succession de plans qui permettent de créer un peu de relief, et qui à chaque fois reprenaient donc des vues, enfin des vues imaginaires de mise en situation avec le géographe dont on raconte le récit à chaque fois. Donc le premier c'est Hérodote, après c'est Al-Idrisi, après c'est des géographes anglais, et enfin les derniers de 2006, et à chaque fois donc avec un rendu esthétique qui évoque la période concernée. Et aussi à chaque fois en regard vous aviez une carte qui était faite à cette période par ces fameux géographes qu'on avait. Voilà, donc c'était une proposition pour mettre en exposition ce récit de géographe qui est pas évident à mettre en scène. Et l'autre explication à l'origine des fleuves, c'est l'explication scientifique. Et là, c'était tout simplement la question du cycle de l'eau. Et pour mettre ça en exposition, là, pour le coup, on est allé vers de l'audiovisuel.
et cet audiovisuel, on l'a inclus dans une cabane, enfin cet objet-là, qui était donc, on le voyait au début de ma présentation. Donc c'est cette cabane en osier où en fait les visiteurs pouvaient observer voilà, vous avez une vue à l'intérieur, ce petit film qui expliquait le cycle de l'eau, donc comme explication scientifique à l'origine des fleuves. Et là, c'est une capture d'écran de ce fameux film. Et donc là aussi, on a travaillé avec, on avait une graphiste donc, qui nous a suivis tout au long du projet d'exposition et qui nous a accompagnés et fait des propositions pour à chaque fois expliquer ces éléments justement plus scientifiques qui sont difficiles à mettre en exposition puisqu'il n'y a pas forcément des objets tangibles pour mettre ça en scène. Et donc là, voilà, c'était un petit film assez sympa sur le fonctionnement du cycle de l'eau, quoi. Toujours sur les fleuves en tant que source, il y a aussi la source de vie, donc avec l'accès à la pêche. Là, vous le voyez, vous avez des petits objets des vanneries qui viennent de Chine et qui présentent qui illustraient les fleuves comme source de vie à travers la pêche. Vous aviez aussi des nasses suspendues pour aussi jouer sur le caractère immersif. C'est vrai que j'ai un peu oublié d'en parler, mais en fait le visiteur était comme plongé aussi dans ce fleuve imaginaire dont je vous parlais précédemment, avec voilà ces nasses qui sont au-dessus, donc qui donnent un effet, qui donne au visiteur l'impression d'être sous l'eau. Vous aviez aussi toute la scénographie qui reprenait l'esthétique des petits pontons qu'on peut avoir au bord des fleuves, donc avec un bois qui était comme l'azuré. Et bien sûr, vous aviez aussi ces effets de lumière qui créaient cette ambiance un peu bleutée. Et encore, là on ne le voit pas très bien, mais sur la droite, vous aviez un voilage. En fait, dans toutes les expositions plus classiques, les murs sont, ce qui crée l'espace, les cimaises, c'est du dur, c'est très rectiligne. Et là, en fait, on a voulu casser ça parce que ça correspond pas tant au code des fleuves. Donc on a en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des voilages on est allé dans le monde du théâtre pour chercher ça. Et en fait, c'était des immenses voilages de 6 mètres et qui créaient des ondulations et qui comme ça donnaient à l'espace non pas quelque chose de contraint, de rectiligne, mais justement de la sinuosité, qui donnait aussi de la transparence puisqu'on voyait à travers ces voilages. Et il y avait toujours cette lumière bleue aussi qui voilà, créait comme une sensation d'être au fond d'un fleuve. Voilà pour la petite parenthèse scénographique. Et toujours sur le fleuve en tant que source de vie, il y avait aussi le fleuve source d'eau potable. Donc là, avec un exemple précis qui était des jarres et des céramiques qui servent au transport et à la conservation de l'eau. Mais vous avez aussi le cas de l'agriculture. Donc on en a vu un très intéressant ce matin en Palestine, mais vous avez aussi le cas de Angkor qui est assez fascinant avec un système hydraulique ultra complexe qui avait été développé entre le 9e siècle et le 15e siècle et qui avait en fait permis le développement de l'Empire Khmer et qui était un des empires les plus puissants de cette période-là, avec déjà plusieurs millions d'habitants. C'était le plus grand empire de la période pré-industrielle. Et donc on l'illustrait avec cette très belle maquette du temple d'Angkor Wat, accompagné aussi de statuaires khmer, liés à des divinités fluviales, bien sûr. Et il y avait aussi de la photographie pour illustrer justement comment ces fleuves sources de vie sont aujourd'hui menacés. Et ici, vous avez une vue aérienne de ce qui était un fleuve. C'est en Australie, et en fait, c'est un fleuve qui est surexploité par l'industrie agroalimentaire, à tel point en fait qu'il s'est réduit à peau de chagrin. Il ne reste plus que ce petit bassin au milieu d'un désert finalement. Et avant, il faut imaginer que vous aviez un fleuve qui passait. Là, on voit encore le tracé du fleuve, mais c'est assez ahurissant. Enfin, cette photo, elles sont assez fortes. Et en même temps, on retrouve l'esthétique de l'art aborigène. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais voilà, on retrouve cet esprit-là dans ces photos de Paul Harmon. Dans la deuxième partie, donc, qui était dédiée aux confluences, là je vous ai mis une belle photo, c'est la confluence du Rio Negro et du Rio Solimões, donc on est au Brésil, et à Manaus. Et en fait, c'est le moment où se crée l'Amazone. L'Amazone, avant, c'est une myriade de fleuves. Et il y a un moment précis où les plus grands cours d'eau se regroupent, c'est à Manaus. Et il y a une confluence notamment de 2 fleuves,
Donc le Rio Negro qui est noir et le Rio Solemones qui est plus clair. C'est un peu Et en fait, pendant 100 km, ces zones vont jamais se mélanger, ils vont rester encore comme ça. On voit très bien cette bipartition. C'est un peu comme l'huile d'olive et le balsamique qui se mélangent pas quand on ne les mélange pas. Et bien là pareil, ces deux zones se mélangent jamais sur 100 km. Donc voilà, c'est la confluence de l'Amazone. Et dans cette partie sur la confluence, on a voulu aborder aussi la question de la couleur. Alors la couleur avec les fleuves, c'est aussi un vaste sujet, puisque qu'est-ce qui donne la couleur aux fleuves? Donc ça va être notamment les sédiments, mais ça va être aussi plein d'autres éléments. Donc on présentait des petits sédiments, on présentait aussi le taux d'algues qu'il y a dans l'eau. Mais quand on parle de couleur et de fleuve, il y a bien sûr la dimension artistique qui rentre aussi en jeu. Et donc là, on a présenté une série de peintures qui illustrent comment, à travers l'histoire de l'art, la représentation des fleuves a évolué. On partait du XVIIe siècle et on est allé jusqu'en 1970 avec un artiste d'Arte Povera qui utilisait d'ailleurs même le fleuve dans ses performances. Et donc on voit au fur et à mesure comment le fleuve d'éléments paysagers est devenu d'abord puis sujet, avec bien sûr les impressionnistes, et à la fin il est devenu carrément acteur de la performance avec Uriburu. C'était un artiste argentin qui jetait de la fluorine dans l'eau, et au contact de l'eau, la fluorine, c'est pas du tout polluant, la fluorine devient vert fluo, et du coup le fleuve devenait vert fluo, et ça dénonçait justement la pollution du fleuve. Voilà. Et dans cette partie aussi, quand on parle de confluence et de fleuve, il y a une chose très importante à connaître, c'est la notion de bassin versant. Alors c'est une notion que tout le monde ne connaît pas forcément et qui n'est pas évidente. Et pour l'illustrer, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imprimé une immense carte qui reprend tous les bassins versants à travers le monde. Et c'est une carte qui était assez fascinante. J'ai mis une plus grande vue. Bon, elle n'est pas de bonne qualité, mais vous vous rendez compte que en fait, la Terre est entièrement couverte de bassins versants. Et chaque couleur, c'est un bassin versant différent. Et bon, un bassin versant, c'est quoi? En fait, c'est le territoire d'un fleuve. Un fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette dans la mer ou l'océan. Mais ce n'est pas qu'un simple cours d'eau, il y a tout ce qu'on appelle les chevelus, c'est une sorte de réseau sanguin. On le voit peut-être mieux sur l'autre vue. Mais c'est tout un ensemble de ramifications qui crée cet ensemble qu'est le bassin versant d'un fleuve. Et en fait, cette question du bassin versant, ça permet aussi d'évoquer à la fois donc le fonctionnement des fleuves, mais aussi des questions de géopolitique, puisque vous vous rendez bien compte que les frontières en fait des fleuves, c'est absolument pas les mêmes que les frontières humaines. Et il y a des cas assez intéressants. Par exemple, là, on voit le Mississippi, mais qui en fait couvre 41% du territoire nord-américain. Et vous avez aussi le Nil qui est intéressant parce qu'en fait il est au cœur d'enjeux géopolitiques aujourd'hui entre l'Éthiopie et l'Égypte. Vous avez aussi le fleuve Sénégal qui est intéressant parce que c'est un très bel exemple de coopération internationale entre tous les pays qui sont dans son bassin versant. Donc voilà, c'était l'occasion d'évoquer tout ça avec cette carte. Et chaque petit carton que vous voyez, c'est à chaque fois les critères qui correspondent à un bassin versant, par exemple le nombre de personnes qui habitent dans ce bassin versant, mais aussi son débit, et des fois des petites informations intéressantes comme le Wanganui en Nouvelle-Zélande, qui est l'un des premiers fleuves à avoir justement une personnalité juridique, donc pour faire écho à la présentation de ce matin. Voilà, bien sûr, on a aussi parlé de la confluence du Rhône et de la Saône, forcément du fait de notre situation. Et là, on a aussi travaillé donc avec une autre graphiste pour qu'elle nous propose une vue de notre confluence lyonnaise avec le musée, mais aussi donc des éléments paysagers qu'on pouvait aller découvrir en appuyant sur les différents éléments. Donc là, on pouvait découvrir la biodiversité locale, mais aussi l'histoire de la confluence lyonnaise. Donc à chaque fois en cliquant sur des éléments qui étaient dans cette carte. Il y aura une carte interactive et qui permettait après de proposer aux visiteurs d'aller découvrir la biodiversité et la confluence lyonnaise après avoir visité l'exposition. La troisième partie, elle était donc sur les lits, le lit comme masse, une masse d'eau indomptable.
Et donc là, vous avez une vue d'un barrage sur le fleuve Jaune, donc en Chine, avec un lâcher de sédiments. C'est assez fascinant parce que vous avez cette nuée qui se crée, qui est assez esthétiquement incroyable. Quand on parle des lits, donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas en fait des éléments paysagers qui ne bougent pas. On l'a bien vu ce matin avec les différents intervenants. Les fleuves sont des entités vivantes, mouvantes, et vous avez cette très belle carte qui illustre ça très bien. C'est la carte du Mississippi, et en fait chaque couleur correspond à un emplacement qu'a connu le Mississippi dans son histoire. Ça remonte jusqu'à plusieurs millions d'années. Et c'est une carte de 1945 qui est assez fascinante et que j'avais découvert d'ailleurs en cours avec Laurent Schmitt qu'on a eu ce matin. Il me l'avait fait découvrir cette belle carte et je l'avais exposée dans l'expo. Heureux hasard. Et oui, là, cette vue aussi pour vous montrer qu'on avait plusieurs photographies qui présentaient toutes les formes que peuvent prendre les lits de fleuves. Vous avez bien sûr les lits en tresse qu'on a vu ce matin, mais vous avez aussi les méandres, vous avez les Colorado qui creusent la roche avec les Grands Canyons. Vous avez aussi la période d'étiage, donc c'est quand le fleuve, c'est l'inverse de la crue. L'étiage, c'est quand le fleuve se rétrécit. Et toujours dans cette partie sur le lit comme entité vivante, on présentait aussi tout un ensemble qui illustrait la biodiversité des fleuves. Donc ici avec un focus sur le Rhône, du fait ça permettait certaines facilités du point de vue des collections, du fait qu'on est un musée avec un passé d'histoire naturelle, donc on a beaucoup de collections comme ça d'histoire nat, où on pouvait justement illustrer assez facilement la biodiversité qu'on peut avoir au niveau du fleuve Rhône. C'est pas moi. Et oui, là, l'idée, c'était aussi de reproduire un peu l'idée des dioramas en représentant donc que c'est un paysage un peu en raccourci, assez imagé, pour représenter à chaque fois tous les différents environnements, puisqu'un fleuve, c'est plusieurs environnements et à chaque fois les animaux qui y correspondent. Et là, on a voulu sortir aussi un peu du diorama un peu vieillot qu'on pouvait avoir d'ailleurs au musée zoologique de Strasbourg, un peu lourdeau. Donc là, on a voulu quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus fun, avec donc quelque chose de plus aquarellé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'était un peu plus sympa. Pardon, je sais pas. Ouais, toujours comme entité vivante, c'est aussi le fleuve, c'est aussi une source de danger, donc avec des possibilités de crues notamment. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment les sociétés à travers le monde et l'histoire se sont appropriés ces dangers. Là, vous avez un super beau rouleau qui vient du Quai Branly et qui a été fait en 1978 et qui représente une des crues du Gange. Et en fait, c'est assez à la fois sympa et terrible. C'était des rouleaux qui étaient faits par des conteurs et qui sont encore faits par des conteurs et qui donc racontent l'histoire tout en déroulant petit à petit ces rouleaux. Ça fait 14 mètres de long et donc il déroule son histoire en même temps qu'il la raconte. Et donc vous voyez des personnes qui sont noyées par la déesse Ganga, donc on voit les morts. Et je crois qu'on le voit un peu. Voilà, en bas vous avez le premier ministre indien qui arrive en hélicoptère pour sauver la population. Voilà, pièce assez sympa. Toujours dans les menaces aussi, c'est toutes les espèces vivantes qu'on peut aussi trouver. Donc vous avez l'hippopotame qui est assez terrible. C'est l'animal le plus dangereux après l'homme, bien sûr, qui existe. Chaque année, il y a 500 personnes qui sont tuées par des hippopotames. Ça a l'air un peu pâteau comme ça, mais en fait, c'est assez dangereux. Il y a aussi les piranhas, le requin bulldog, puisqu'il y a des requins dans les fleuves aussi. Pas dans le Rhin, rassurez-vous. Là, vous avez une vue un peu plus des différents espaces qu'on avait. On avait notamment... je ne sais pas si on a la souris qui... Ouais. Là, vous aviez une vitrine qui présentait des objets liés aux hommes crocodiles. Donc c'est une population qu'on trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui vivent au bord du fleuve Sepik.
et qui en fait se considèrent comme des crocodiles. Ils vont avoir tout un rite initiatique pour devenir à l'âge adulte des hommes crocos. Ils vont se faire des scarifications dans le dos pour reproduire l'aspect des peaux de crocodile. Et en fait, c'est une toute autre façon de vivre son rapport au fleuve et à ses dangers en finalement vivant sur des maisons en pilotis, en étant eux-mêmes crocodiles, en respectant les crocodiles et en n'ayant pas cette vision assez frontale qu'on peut avoir par exemple en Occident où on l'a vu, on va canaliser, on va mettre des barrages. Au contraire, il y a une acceptation de tous ces dangers et c'est un cas assez intéressant à illustrer. En dessous, vous aviez aussi d'autres façons de donner corps, oui, d'incarner ces dangers avec la tarasque du Rhône. Donc c'est cette espèce de monstre vert qui en fait incarnait les dangers du Rhône. Mais vous avez aussi les sirènes bozo donc au Mali, ou à nouveau l'hippopotame qu'on retrouve ici sous la forme d'un masque cimier. Voilà. Là, oui, c'était la divinité Yu le Grand. Donc, c'est le premier empereur de Chine qui aurait unifié la Chine, pardon, qui aurait unifié le fleuve jaune en créant justement des barrages, en créant des digues de manière à contenir le fleuve. Et c'est ce qui a permis justement l'unification de la Chine sous un seul et même empereur. Et donc c'est une personnalité semi-légendaire, et c'est assez intéressant parce que par la suite tous les empereurs vont se placer dans la continuité de Yu le Grand, et encore après le 1949, à partir de Mao et tous les politiques chinois actuels s'inscrivent dans la continuité de Yu le Grand, en construisant des barrages, en faisant référence à sa figure, en allant se baigner dans le fleuve jaune, pour montrer que justement que l'État fait corps avec le fleuve et le domine et le maîtrise. En fait, il y a un lien assez intéressant entre le pouvoir et la maîtrise de ce fleuve. Il y a une continuité aussi historique qui est assez fascinante. Mao, tous les ans, allait se baigner dedans. Et là, vous avez une vue de ce qui était le Colorado, parce qu'on évoquait aussi la disparition de certains fleuves du fait de l'activité humaine, et notamment le Colorado qui n'atteint plus la mer du fait du nombre d'actions humaines qui sont faites en amont. Il y a notamment des golfs à Las Vegas qui pompent énormément d'eau. Il y a la culture de la luzerne, il y a aussi toute l'agriculture intensive, l'élevage aussi, des immenses élevages. Et tout ça, en fait, toutes ces actions cumulées amènent à la disparition du fleuve qui, en fait, a son débit qui est tellement réduit qu'à la fin, en fait, il n'atteint même plus la mer. Et ça, juste avant d'ailleurs de passer la frontière mexicaine. Juste avant d'ailleurs, les Américains ont encore créé un dernier canal pour le détourner, de manière à qu'il n'y a que 3% de son débit qui arrive au Mexique, et du coup vous avez aussi tout un pays qui est privé d'eau à cet endroit-là. Donc là vous avez vu une vue avec toutes les photos qui présentaient cette histoire du Colorado, et qui était présentée sur une cabane à nouveau, où il y avait Eric Orsena qui, à travers une vidéo, nous parlait de géopolitique des fleuves. Là, vous avez le Tigre en Turquie avec la construction d'un barrage. Et en fait, la géopolitique des fleuves, elle est assez fascinante. Par exemple, la Turquie, c'est un exemple assez intéressant parce que par la construction de son barrage, la Turquie permet de tenir les robinets finalement de tous les pays qui sont en aval, notamment l'Irak et la Syrie. Du coup, il y a une pression géopolitique qui est faite par la Turquie qui est assez terrible. En partie 4, donc, les embouchures, donc on arrive à la fin du parcours fluvial. Et dans cette partie, on a voulu surtout parler du lien des villes avec les fleuves. Puisque les embouchures sont des lieux privilégiés pour l'implantation humaine, mais aussi pour la circulation de marchandises. Et donc là, on l'a illustré notamment avec un certain nombre d'embarcations fluviales qu'on pouvait avoir à travers le monde.
Là, vous avez des exemples d'Amérique du Nord, notamment, et au fond, on voit un peu d'Asie. Donc le fleuve comme lien aussi entre les espaces et les personnes, mais aussi lien avec un ailleurs, avec un au-delà. Et là, c'était certains objets qui illustrent justement comment certaines sociétés ont utilisé le fleuve comme lien vers l'au-delà. Donc vous aviez un tableau de Aubanel qui illustrait le passeur Charon. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le fameux passeur du Styx, donc dans la mythologie gréco-romaine, à qui on paye. Donc on mettait une des pièces dans la bouche des morts pour payer Charon, pour qu'il vous emmène dans l'au-delà. Vous aviez bien sûr le cas du Nil à nouveau, avec une embarcation qui illustrait le passage du défunt vers l'au-delà, et à nouveau ça se faisait à travers une petite barque qui était placée dans les tombes de tout un chacun. Et là vous avez aussi des harpes. Alors ça c'était un exemple assez intéressant. C'est des harpes ngombi, donc c'est chez les Fong au Gabon. En fait c'est des harpes qui ont des formes de pirogue elles-mêmes, et quand on en joue, l'idée c'est que la musique est comme un fleuve. C'est un fleuve mythique, c'est le Mogowe, et en fait à travers ce fleuve on est transporté vers le monde des ancêtres, et on arrive à communiquer avec eux. Donc la musique là qui devient un fleuve. Là une interprétation aussi du voyage vers l'au-delà, vers le monde des morts, avec cette création artistique qui reprenait en fait une carcasse de barque, avec beaucoup de boue à flotter, avec des éléments qui avaient été récupérés justement sur les rives du Rhône, et qui évoquent pareil, cette embarcation qui vous emmène vers un ailleurs. Et d'ailleurs, c'était pas prévu, mais il y avait un jeu de regard assez intéressant qui se faisait entre la barque et le squelette de l'hippopotame qu'on peut voir en transparence. Pour illustrer plus ce lien des villes avec leur fleuve, on avait aussi tout un ensemble de vitrines qui illustraient comment a évolué le rapport des villes avec leur fleuve, avec justement au départ, comme au niveau des embouchures, comme des lieux d'implantation assez privilégiés, notamment avec le cas de Arles, où la ville a été fondée à l'embouchure du Rhône pour faire le lien entre le continent et la mer. Là, avec une vue de la deuxième vitrine qui présentait différentes activités, on en a vu d'autres ce matin, mais des activités qui étaient en lien avec le fleuve dans les villes. Et c'est assez intéressant parce que jusqu'au 19e siècle encore, on avait un usage du fleuve qui était absolument quotidien dans beaucoup d'activités. Donc là, on avait plusieurs vues qui nous témoignaient ça. Donc vous aviez des bateaux moulins, vous avez les porteurs d'eau, vous aviez les boucheries, vous aviez Strasbourg aussi à nouveau qui réapparaissait. Vous aviez les activités de tanneurs, de lavandières, enfin voilà. Et par la suite, bien le fleuve, vous l'avez vu, il est confisqué, canalisé. Et aujourd'hui, on cherche à recréer on rêve de recréer ce lien avec les fleuves. Et alors là, pour finir sur une note un peu plus légère, on avait mis cette immense vidéo dans l'exposition, où en fait c'est le Rhin d'ailleurs. À Lausanne, c'est un artiste vidéaste qui en fait avait utilisé une caméra embarquée qui plongeait dans le Rhin à Bâle, et qui en fait se laissait transporter, parce qu'à Bâle on peut se baigner dans le Rhin. Et donc c'était une invitation à recréer justement du lien avec le fleuve au milieu des villes. Voilà. Et on avait aussi un audiovisuel qui présentait les menaces qui pèsent sur les embouchures des fleuves à travers le monde, que ce soit pour le Mékong, pour le Rhin à Rotterdam. Et ça, c'était un film sur toutes les embouchures qui sont menacées. Voilà une vue d'exposition. Alors là, dans cette petite alcôve, on a voulu aussi traiter de la musique, parce que la musique aussi, les fleuves, on les retrouve beaucoup dans la musique, et donc on avait un certain nombre de musiques qu'on pouvait écouter dans cette petite alcôve.
On avait du jazz, de la musique traditionnelle russe, on avait du rock thaïlandais. Enfin, c'était assez vaste. Et oui, parce que les fleuves il y a un imaginaire du fleuve et qu'on retrouve aussi beaucoup dans la musique. Et on finissait l'exposition en arrivant à la mer. Et la mer était symbolisée par cette œuvre, par cette installation de Laurent Valera, et qui en fait était un mur de miroirs derrière lesquels on avait mis des petits ventilos et qui faisaient osciller ces petits miroirs, et ça évoquait en fait la surface de l'eau, donc de la mer, qui était la conclusion de l'exposition. Et en fait, le visiteur pouvait se refléter dans ces miroirs. Et ce qui était intéressant, c'est que, en fait, la conclusion de l'exposition, c'est que à travers tout ce parcours, on le voyait bien, c'est que la vie des fleuves, elle est intrinsèquement liée à la nôtre, et que finalement, les fleuves sont le reflet de nos sociétés. Et à travers cette œuvre, en fait, c'est un peu ce qu'on retrouvait, c'est que nous sommes aussi les fleuves, et donc ça faisait un bel écho au titre de l'exposition. Voilà. Et voilà.